Bonjour à tous. Ce soir, pour notre traditionnelle question-conférence, on va accueillir Turambar qui va nous parler d'un stage qu'il a fait sur des principes de continuité, apparemment. C'est ça, merci Cassie. Donc, alors, le truc, c'est que je me souviens un peu exactement ce que j'ai fait, donc je vais lire en avance ce que j'ai fait et après je vais le dire. Oui, voilà. Donc, très bien. Quand on considère des fonctions continues, enfin des fonctions de ce type-là en rock, donc des fonctions du second ordre, euh, on, on considère ces fonctions-là. Et puis on se dit, ok, donc c'est une fonction qui prend une fonction en entrée qui renvoie un résultat R. Et la fonction en entrée, en gros, on peut lui poser des questions Q et elle renvoie des answers, enfin des réponses, mais du coup, ça marche pas, résultat et réponse, donc on le sait à A. Euh, et on se dit que c'est des types de base, donc c'est pas des fonctions, c'est pas des propositions, je sais pas quoi, c'est vraiment des entiers, des listes, ce que vous voulez. Si on considère une fonction comme ça dans Rock, on peut l'appeler, elle peut appeler son argument qu'un nombre fini de fois. Parce qu'en gros, bah, elle est calculable et elle termine. Du coup, elle peut pas dépendre d'un nombre infini d'appels à son entrée, en gros. Et cette propriété, on peut la voir un peu comme une forme de continuité. Et il y a plusieurs façons de formaliser cette propriété en rock. Donc, bon, l'idée de base, ça va être du coup une définition avec des modules. Donc, par exemple, si on regarde ces fonctions, les trois fonctions que j'ai ici, donc la première, elle prend son entrée, elle l'applique à 0 et elle renvoie son résultat. La deuxième, elle regarde si le résultat c'est true ou false, et selon les cas, elle l'appelle sur un autre truc qu'elle renvoie. Et la dernière, elle l'appelle une première fois sur 0, et elle prend le résultat de ça et elle le passe de nouveau à cette fonction. Bah, ces fonctions-là, du coup, elles appellent f à chaque fois qu'un nombre fini de fois. Donc si on fixe l'entrée f, dans le premier cas, on l'appelle sur du coup, f est appelé sur juste 0. Dans le deuxième cas, c'est appelé sur 0 et sur 1 si f de 0 c'est true, et sur 0 et sur 2 si f de 0 c'est false. Et dans le dernier cas, c'est appelé sur 0 et sur f de 0, mais à chaque fois, c'est une liste finie de valeurs. Et donc, si j'ai une fonction g, une autre fonction g que je peux passer en entrée, qui coïncide avec f sur cette liste, bah, grand F de petit f et grand F de g ont forcément la même valeur, puisque grand F, en gros, ne dépend que de cette liste-là de valeurs en soi et pas de toutes les valeurs de f. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un module. Donc on dit L, c'est un module de grand F dans certains points d'entrée. Si pour tout G qui coïncide avec F sur cette liste de valeurs, d'entrée, disons, de questions, sur la liste de questions, euh, grand F de petit f et grand F de G sont pareils. Et bah, une fonction grand F, du coup, elle est continue au sens des modules s'il y a une fonction qui prend une entrée et calcule un module pour F. Première définition. Oui, donc à chaque fois, je donnais plein de définitions de continuité, c'est pas moi qui les ai inventées, hein, elles sont toutes assez vieilles. Voilà, donc là, on a une première définition de continuité. Donc par exemple, bon, c'est évident dit comme ça, mais si on prend du coup toujours ces fonctions-là, et la première, elle a pour module cette fonction-là, du coup, juste la liste 0. La deuxième, on regarde si f de 0 c'est true, on renvoie 0,1, sinon on renvoie 0,2. La troisième, c'est 0 et f de 0, et c'est effectivement les valeurs que leur fonction correspondante utilise. Voilà, et du coup, donc, Bayon, Forster, Maboubi, Pedro et Picrez ont classifié plein de définitions de continuité qui existent. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit, OK, lesquelles impliquent les autres. Et un truc aussi intéressant, c'est, par exemple, donc, la continuité au sens des arbres de dialogue implique la continuité au sens des fonctions d'arbres. Mais là, on a la flèche aussi qui va dans l'autre sens. Ça dit à qu'est-ce qu'on a besoin de supposer, à quoi c'est équivalent le fait que l'implication réciproque soit vraie. Parce que, donc, on travaille dans Rock, et donc on travaille en particulier avec une logique intuitionniste dans lequel on a plein de principes qui sont pas démontrables. Et donc dire cette fonction-là, enfin toutes les fonctions dans un sens sont continues au ce sens veut dire qu'elles sont aussi continues dans le deuxième sens, c'est équivalent à différents principes, type le choix ici, et ici ça s'appelle la barre induction généralisée pour les barres décidables.
Et donc moi, ce que j'ai fait dans mon stage, c'est que j'ai fait pareil, mais cette fois-ci pour des fonctions calculables. Donc la fonction calculable, on note comme ça, enfin les fonctions partielles, pardon, calculables. Donc ça veut dire une fonction de Q vers A qui peut ne pas renvoyer de résultat, mais qui est calculable au sens des machines de Turing, quoi. Donc je peux l'évaluer un nombre fini de fois, et voilà. Et donc tout ça, c'est formalisé dans Rock. Et donc, voilà. Donc j'ai présenté avant, je vais un peu vite, je suis désolé. Hein. Oui, donc avant, j'ai présenté une première définition de continuité qui se basait sur les modules. Mais il y a d'autres intuitions qu'on peut avoir sur en quoi est-ce qu'une fonction est continue. C'est que les programmes qu'on définit dans Rock, ils sont tous séquentiels. C'est-à-dire que ils évaluent une valeur puis l'autre. On n'a pas de thread, on n'a pas de parallélisme, ce que vous voulez. Et donc, si on fait un appel à l'entrée F, il peut dépendre qu'en gros que des autres appels qu'on a fait avant. Et donc, on peut voir un programme comme ça, comme un programme qui a accès à donc, F, c'est un oracle, et il y a quelqu'un qui dit quelque chose? Il y a quelqu'un qui a rejoint, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Ok, super. Ok, donc oui, on peut voir ça comme un programme avec un oracle. Et même, c'est plus fort que ça, c'est un peu une structure d'arbre. C'est-à-dire qu'on peut faire un premier appel, on regarde le résultat de cet appel, et après, soit on renvoie un résultat, soit la fonction renvoie un résultat, soit elle fait soit elle pose d'autres questions à l'oracle. Donc là, j'ai remis toujours les mêmes fonctions, mais ici, on peut le voir du coup avec leur structure d'arbre. Donc D1, c'est le premier truc, et ben, on pose la question 0. Donc les nœuds noirs, c'est des questions. Et ensuite, on a une branche pour chaque résultat possible. Donc si le résultat de la question, c'est 0, on arrive au nœud rouge, qui est du coup le résultat de la fonction globale. Donc la fonction, elle renvoie juste 0 si la fonction renvoie 0. Si elle a renvoyé 1, elle renvoie toute la fonction renvoie 1. Et si l'oracle a renvoyé n quelconque, on renvoie n aussi. Du coup, bon, je vais pas faire une infinité de nœuds parce qu'il y a une infinité d'entités naturelles. Ça me prendrait un peu de temps, mais bon, vous voyez l'idée. Pour la deuxième fonction, qu'est-ce qu'on fait? On pose la question 0. Si c'est true, on pose la question 1 et on renvoie son résultat au global. Si c'est false, par contre, on pose la question 2 et on renvoie son résultat. Et dans le dernier cas, on pose la question 0, ça nous renvoie un résultat n, et ensuite on pose cette question n de nouveau à la fonction, et après on renvoie ce résultat. Est-ce que jusque-là, tout ça va? Ok. Bon, ça va. Ouais, question. Est-ce que tu peux revenir sur la définition de continuité parce que ça allait un peu vite pour moi. La première, Ouais. sur les... Ah pardon, je suis en train de dans le mauvais sens. Les modules, oui. Du coup, donc on a dit, ici, on a vu que ces fonctions-là, elles utilisent qu'un nombre fini de valeurs. Donc ici, la première, elle appelle son entrée que sur 0. La deuxième, c'est soit sur 0, soit sur 0,1, soit sur 0,2. Et la troisième, que sur 0 et f de 0. Et du coup, je dis, bon, si j'ai g qui est une autre fonction qui coïncide avec f sur une de ces listes, et ben, grand F, elle a la même valeur sur l'autre fonction que sur la truc d'entrée. Mmh. Donc une fonction comme ça, elle est continue. Si j'ai une autre fonction qui existe, qui peut calculer une liste qui a cette propriété-là. Et cette liste, on l'appelle le... Et la grosse fonction, j'appelle aussi le module. C'est un peu embêtant, mais voilà. Sachant qu'il y a des variantes de définition de continuité au sens des modules que je vais peut-être présenter plus tard, je sais plus. Voilà. Donc là, on a les arbres. Et du coup, en informatique, on a une idée assez claire de ce que c'est un arbre. C'est une structure de données inductive. Donc ici, j'ai les trois types QAR. Donc j'ai soit un nœud, soit j'ai une feuille qui est un label R, soit j'ai un nœud, donc il a un label Q, et ensuite pour chaque élément du type de retour de l'entrée, donc pour chaque A, il a un autre fils. Donc ça correspond exactement à ça. Donc là, ici j'ai le Q, ici j'ai le A, donc Q, A, R, et le R, il est là au bout des feuilles. Et donc, c'est pas très compliqué de définir par induction une fonction d'évaluation qui a ce type-là.
Et donc maintenant, j'ai une nouvelle définition de continuité, c'est la continuité au sens des arbres de dialogue. Et f est continu au sens des arbres de dialogue si, en gros, il y a un arbre de dialogue qui calcule la même fonction. Voilà, deuxième définition. On peut du coup l'évaluer, par exemple, comme ça. Donc si on regarde cette nouvelle fonction qui l'entrée, qui regarde si n est pair et qui renvoie vrai si n est pair et fausse sinon. Donc je l'évalue sur D2, donc D2 c'est celle avec un if. Donc on regarde, bon, f de 0 c'est vrai, donc on prend la branche true. Ensuite on évalue f sur 1, ça nous renvoie faux, donc ici on met faux et on continue, et on arrive à renvoi faux, et du coup f2 de petit f ici, ça renvoie faux. Et c'est exactement ça, genre if 0 est pair, then renvoie si 1 est pair, ça renvoie effectivement faux. Voilà. Sauf que ça, c'est, disons, la définition des arbres qu'on utilise dans les langages de programmation. Mais quand on est un mathématicien, quand on fait de la théorie des graphes, par exemple, les arbres, on les représente souvent différemment par un ensemble, en fait. Donc, par un ensemble de chemins. Donc, par exemple, si on regarde cet arbre-là, donc c'est un arbre binaire, sa racine, elle est en haut, et du coup, chaque branche est indexée par un booléen. On peut le représenter par cet ensemble-ci. Pourquoi? On prend d'abord, du coup, on prend tous les chemins qui vont de la racine jusqu'à un nœud, qui est ou non une feuille, et ça nous donne, du coup, ici, donc le chemin vide parce que la racine, elle est dans l'arbre, le chemin avec true parce que ça, c'est un chemin qui est dans l'arbre, le chemin true parce que c'est dans l'arbre, ou false, et false aussi. Et c'est une représentation des arbres qui marche assez bien, pour la plupart des trucs qui marche assez bien et qui classiquement c'est équivalente à l'autre formulation. Donc formellement c'est quoi du coup dans ce cas-là un arbre? C'est alors dans les coups c'est des arbres d'ensemble décidables, donc je prends une fonction booléenne. Donc c'est une fonction qui prend une liste en entrée de booléen et elle doit être close par préfixe. Parce que si j'ai un chemin qui est dedans, je peux le couper et prendre le chemin qui s'arrête avant. Elle est pas vide parce qu'il y a il y a la racine dedans et elle est bien fondée parce que du coup on travaille avec des arbres bien fondés ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin infini. Plus exactement ici, c'est plus concret, c'est tout chemin infini finit par quitter l'arbre. Ce qui est pas forcément la même chose qu'il n'y a pas de chemin infini, je crois, en logique constructive justement. Voilà. Il faudrait un théorème pour ça qui s'appellerait le fan théorème. Voilà, typiquement. Typiquement. Et donc, on peut aussi représenter nos arbres de dialogue qu'on a vus avant avec des arbres sous forme d'ensemble ou plutôt du coup ici de fonctions, puisqu'encore une fois on a des arbres décidables. Alors c'est un peu plus compliqué, mais du coup donc une fonction d'arbre. Ici c'est une fonction taux. Ah oui, il y a juste un petit truc que j'ai pas précisé avant. Je dis préfixe close parce que genre dans la littérature ils utilisent, ils écrivent les listes dans l'autre sens. Mais du coup effectivement là c'est bien un suffixe, mais bon on va continuer à parler de préfixe. Voilà. Donc on a ici du coup nos fonctions d'arbre. Donc elle prend la liste des labels des questions posées, elle prend la liste des réponses répondues par l'oracle. Donc si on se passe là-dessus, en gros elle va prendre la liste, donc là true, B, machin, et elle renvoie soit la question qui est au bout de l'arbre, soit un résultat R. Et R, c'est pas forcément dire que le nœud avec R du coup est au bout de l'arbre, ça peut être plus tôt, il peut être avant. Donc on prendra le plus petit de la fin, ça veut dire qu'on croise une feuille qui dit qu'on doit renvoyer. Ces fonctions d'arbre, elles ont aussi des propriétés du style close par préfixe, machin. À partir du moment où elles renvoient un résultat, elles renvoient toujours le même, elles sont aussi bien fondées. Ce qui nous permet aussi du coup d'évaluer les fonctions d'arbre.
C'est pas forcément immédiat à écrire en rock, mais ça le fait, voilà. Et bah, une fonction f est continue au sens du coup des fonctions d'arbre si elle peut être évaluée, peut s'écrire comme la fonction d'évaluation d'un arbre. Voilà, donc par exemple, ici, si on regarde encore toujours la même fonction, la liste taux, elle prend donc la fonction d'arbre correspondante. Si la liste est vide, ça veut dire qu'on est au niveau du nœud ici, et donc elle renvoie le label de ce nœud, elle renvoie 0. Si la liste elle contient exactement un booléen, et bah, si c'est true, ça veut dire qu'elle doit renvoyer le 1 ici, et si c'est faux, elle doit renvoyer le 2 ici, parce que on est au bout de ce chemin qui a une question. Et dans le dernier cas, c'est si on a une liste qui est plus longue, donc la liste elle peut être là, mais elle peut aussi être, disons, elle peut aussi continuer plus bas, et ben elle renvoie le résultat de cette réponse. Donc c'est l'élément de la liste qui correspond, qui est en deuxième position. Que le premier du coup c'est la réponse de ça, le deuxième c'est la réponse de celui-là. Donc elle renvoie L2. C'est pas une notation rock. Hein. Là, je l'ai écrit pour que ce soit facile à écrire. Voilà. On peut même aller un peu plus loin dans le cas où Q c'est N. Puisque donc dans notre fonction d'arbre, dit quelle est la prochaine question à poser. Mais si Q c'est N, on peut juste poser les questions sur tous les entités d'ordre, dans l'ordre et donner genre la. Et on peut juste poser toutes les questions. On peut d'abord poser f de 0, f de 1, f de 2, etc. Parce qu'on a un ordre du coup canonique sur N. Donc c'est plus le temps, mais ça marche. Donc par exemple, si on regarde la fonction de le voisinage, ça s'appelle un voisinage du coup. Et si on regarde le voisinage associé à la fonction toujours ici, il correspond à cet arbre-là. Donc quand on pose la question ici, on n'a pas le 0 parce qu'on est tout en haut, donc c'est forcément 0. Si on renvoie true, ben on pose ensuite la question f de 1 parce qu'on est un nœud, on est à profondeur 1 et on renvoie son résultat. Et si ici on a renvoyé false, ben on pose la question f de 1 aussi. On s'en fiche de son résultat et on pose ensuite la question f de 2. Donc on est obligé d'insérer des questions supplémentaires, mais c'est possible et c'est équivalent. Et du coup, une notion de fonction de voisinage, au lieu de renvoyer une question ou un résultat, elle renvoie un résultat ou non, en gros. Et donc bon, là, on a la version code de ce truc-là, mais c'est vraiment juste cet arbre-là. Je crois que je suis en train d'aller vraiment très vite, donc est-ce que ça va? J'arrive à suivre à peu près. Moi j'ai une question, mais elle peut paraître bête. Mais pourquoi on a choisi le mot continuité? Euh, Parce que la définition, notamment au sens des modules, si on interprète les fonctions, genre si on se restreint à des fonctions genre de n, enfin genre QA égale ER sont genre n, ou peut-être que l'un des deux c'est bool, enfin un truc comme ça, tu peux voir ça comme la définition de continuité sur genre l'espace de Der ou quelque chose comme ça. Genre t'as Ouais, une si tu définition prends topologique. des fonctions de n flèche 2, le tout flèche 2, ça te donne le Cantor. Et c'est le fait que toutes les fonctions du Cantor sont continues. Et c'est exactement la Ok, définition interne de ça. Mais ok, pour d'accord. un général, enfin je suis pas sûr que c'est beaucoup de sens de mettre une topologie sur genre les types en général, disons, s'ils sont plus complexes que ça. Alors, si, mais on en parlera plus tard, je pense. Ok, d'accord. Ok, Et en tout merci. cas, et sur la partie partielle, en tout cas, parce que là j'ai encore parlé de fonction partielle, je sais pas quelle est la topologie qui correspond. Je signe s'il y en a une, et si vous avez des idées, pourquoi pas. Enfin, je vais pas continuer à travailler là-dessus, mais ça peut être intéressant. C'est compliqué la topologie sur les fonctions partielles. Mais moi j'avais une question. C'est Vas-y. dans quel cas tu peux pas prendre un ordre canonique sur Q? J'ai l'impression que tout est toujours un entier, quoi. Si Q, par exemple, c'est l'ensemble des fonctions de n vers n, euh, non? Ah oui, oui, oui. Non, ouais, j'avais oublié ce détail. Ou genre si t'as propre dedans, c'est pas très clair non plus. Voilà. Oui, voilà. Oui, du coup, bon, maintenant on a plein de définitions de continuité.
Du coup, bon, on va essayer de les classifier. Donc parfois, c'est facile, il y a une définition qui implique l'autre. Parfois, c'est un peu moins facile, mais on a la preuve que c'est pas vrai que la définition implique l'autre. Euh, Tous mes exemples, c'est des contre-exemples, mais comme on est en logique intuitionniste, je n'exclus pas des cas où il n'y a pas de contre-exemple, mais où on peut prouver que c'est pas vrai. Par contre, bah, il y a des cas où on peut prouver aucun des deux. Et là, on est embêté. Euh, et là, on est embêté parce que du coup, bah, on aimerait du coup montrer que bah, aucun des deux n'est prouvable, ce qui n'est pas facile. Parce que comment est-ce qu'on peut en gros montrer que rien n'est prouvable, enfin qu'une formule n'est pas prouvable? On peut soit faire du coup la théorie de la preuve, où on dit ah mais si j'ai une démonstration qui termine par un truc de cette forme-là, alors laisse faire cette forme-là machin, et on arrive à une contradiction. On peut aussi utiliser des modèles, donc en gros on traduit nos formules dans des trucs adaptés, je sais pas moi, genre dans un ensemble ou je sais pas quoi, et on dit ok, donc dans ce modèle-là, elle est vraie, dans celui-là, elle est fausse, donc elle peut pas être prouvable, mais son contraire non plus. Mais tous ces trucs-là, c'est pas vraiment des choses qu'on peut faire facilement en rock, puisqu'il faut pouvoir parler en rock des termes de rock, des types de rock, etc. Et bah, c'est possible si on inclut un codage, des trucs, mais ça peut même pas aller jusqu'au bout parce qu'on a Gödel qui vient taper à la porte. Euh, du coup, c'est juste pas possible. Du coup, ce qu'on fait, c'est la version plus tranquille en fait. C'est on montre que pour montrer qu'un truc est improuvable, on montre qu'elle implique une autre formule dont on sait qu'elle est improuvable. Euh, et plus exactement, euh, on cherche des formules P et Q, donc toutes les deux sont connues pour être improbables. Par exemple, je sais pas moi, le tir exclu, l'axiome de choix des versions faibles. Improbable mais cohérente évidemment. Genre, on peut toujours prendre le faux et ça marche, mais c'est pas ce qu'on veut. Et on essaie de les mettre en sandwich. Tu vois. Genre, on a ici notre propriété et on essaie de montrer que P implique ce truc-là et que ce truc-là, ça implique Q. Et comme les deux sont improbables et cohérents, bah, ni cette formule ni son contraire sont probables. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut même aller plus loin en fait et essayer de trouver un P auquel cette formule-là est équivalent, qui est aussi improbable et cohérent. Ça nous permet d'analyser précisément à quel point cette formule n'est pas probable. Et ça s'appelle du coup des reverse maths. Et bah, c'est du coup mathématiquement intéressant, même si ça n'apporte pas forcément grand-chose d'un point de vue faire des preuves ou je sais pas quoi. Et du coup, bon, un exemple de ça, c'est, je sais pas moi, dans la théorie des ensembles usuels, classiques, ce que vous voulez, mais sans l'axiome du choix, eh ben, on ne peut pas montrer que tout espace vectoriel a une base, puisque bah, c'est équivalent à l'axiome du choix. Donc l'axiome du choix, c'est vraiment le P qu'on met ici. Voilà. Et donc, un exemple de formule pas prouvable, mais cohérente qu'on va voir, ça s'appelle la barre induction, enfin de formule de prédicat, enfin de schéma, ce que vous voulez. Parce que du coup, on a vu deux formes d'arbres et c'est assez évident qu'on peut transformer du coup la première version des arbres, donc les arbres inductifs qui s'appellent les arbres intentionnels, en arbres extensionnels, donc ceux avec des ensembles. On fait une récurrence dessus et on définit, par récurrence, ça se fait assez bien, on définit la liste de ces chemins et puis voilà. Par contre, on peut pas faire la version qui va dans l'autre sens. On peut pas transformer un arbre extensionnel en arbre intentionnel euh, facilement. Enfin, c'est pas possible dans une logique constructive. Et donc, ce théorème, enfin, comment dire, le fait de pouvoir transformer tout arbre extensionnel en arbre intentionnel, c'est une formule qui s'appelle la barre induction. Bon, là, du coup, je présente les arbres binaires, et pour les arbres binaires, du coup, c'est le Fan théorème. Euh, et en fait, en logique intuitionniste, on a montré, par exemple, que un arbre bien fondé, tous ses chemins sont finis. C'est vraiment assez faible, en fait, comme propriété d'être un arbre. Et donc, bon, qu'est-ce que c'est la barre induction? Plus exactement, ça veut dire tous les barres sont inductifs, et souvent restreints aux barres décidables ou monotones. Et du coup, un bar, c'est en gros la bordure d'un arbre. Donc là, j'ai dessiné un truc rouge un trait rouge sur cet arbre. Les chemins qui finissent dans ce trait, ça forme un bar. Euh,
Et formellement, du coup, c'est un prédicat sur les listes, encore une fois, pour lequel, du coup, tout chemin infini, donc c'est un chemin, donc c'est genre, je prends une liste on va dire ça, c'est genre f de 0, f de 1, f de 2, etc., ça forme une liste infinie. Tous les chemins doivent atteindre ce bar, doivent passer dedans. Donc ça veut dire, si j'ai une liste infinie, bah, il existe un entier pour lequel genre, j'ai un préfixe qui rentre dans le bar. Et voilà, donc c'est la frontière d'un arbre bien fondé. Et tout parce que, oui, donc tous les chemins assez longs doivent quitter un arbre bien fondé, c'est la définition. Et un bar inductif, en gros, bah, c'est la frontière d'un arbre inductif. Donc ici, on a la définition dans Rock. On a ici son Rock. C'est forcément la peine de la lire, mais en gros, ça permet de faire des inductions sur le fait qu'une propriété soit un bar et du coup de prouver des trucs grâce à ça. En se rapprochant un peu de prouver, en genre disant, ok, je prouve le truc pour ce qui est en rouge, je prouve le truc pour ce qui est au niveau d'en dessous, etc. Et ça me permet ensuite de prouver un truc sur la liste vide. Et donc, ce théorème-là est quelque chose qui est pas prouvable. Et ça tombe bien parce que c'est équivalent à un théorème à une équivalence de principe de continuité. Donc notamment, ça permet de prouver que toutes les fonctions de voisinage sont des opérations de Brouwer. Les opérations de Brouwer, en gros, c'est des voisinages qui sont définis inductivement. Alors, bon, vous pouvez lire si vous voulez, mais c'est pas... c'est un peu la même chose que pour les bars, en gros. Bref, donc... attendez, je reprends 2 secondes pour me... Voilà, oui, donc on a nos opérations de Brouwer qui sont des voisinages définis inductivement. Donc, en opération de Brouwer, c'est un voisinage qui soit renvoie toujours somme quelque chose, soit qui renvoie none sur la liste vide, et pour lesquels, genre, pour tout A, si je rajoute quelque chose devant, l'entrée, ça devient une opération de Brouwer. Et dans ce cas-là, ce prédicat, donc la bordure, on va dire, de mon voisinage, c'est un bar décidable, et du coup, on a effectivement que tout voisinage est une opération de Brouwer. C'est pareil que la barre induction, c'est équivalent à la barre induction, c'est aussi équivalent au fait que toutes les fonctions continues au sens de Brouwer, au sens du voisinage, sont continues au sens des opérations de Brouwer. Et donc, c'est une classification comme on cherchait. Voilà. Maintenant, il y a ce que j'ai fait en stage. Donc, en stage, j'ai regardé des trucs similaires, mais pour des fonctions partielles. Qu'est-ce que c'est une fonction partielle? L'idée, c'est les fonctions au camel qui sont pures. Donc, on n'a pas d'exception, pas d'effet, voilà. Mais c'est possible qu'elles terminent pas, quoi. Parce qu'on a des boucles ou des récursions infinies. Mais si on regarde une telle fonction, quand elle termine, elle appelle aussi son entrée un nombre fini de fois. Parce qu'elle a terminé et elle a vraiment calculé un truc avec. C'est pas genre une fonction pas calculable qui peut faire, je sais pas moi, calculer le nombre de fois où l'entrée vaut 0 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, on va essayer de représenter cette notion de partialité dans Rock. Et on a essayé de faire ça de façon un peu paramétrique. Donc, on a une notion abstraite de monade de partialité. Une monade, parce que être partiel, c'est un peu un effet. Et je fais tout de façon abstraite, du coup, avec cette monade. Et en gros, notre monade de partialité, qu'est-ce qu'elle a? Donc, il y a une relation qui s'appelle has value, qui dit genre, ok, j'ai un élément P de type A, mais qui est partiel, et une valeur de type A. Elle dit quand P termine et renvoie A. Et c'est une relation déterministe parce que on a au plus une seule valeur. Et un élément partiel, je peux l'évaluer par étape. C'est-à-dire que je peux dire, ok, je fais n étapes de calcul et soit ça renvoie un résultat, soit ça renvoie pas de résultat. Mais si ça renvoie un résultat, ça doit être celui auquel il est relié. Et réciproquement, si ce truc-là renvoie... s'il est relié à quelque chose, il faut que la fonction step evaluation puisse le renvoyer. Évidemment, on peut aussi avoir un truc non défini. Et on a un minimiseur, on a l'opérateur mu, donc qui permet de minimiser une fonction. Donc ça, mu de f, ça renvoie le plus petit n tel que f de n renvoie true et f de k renvoie false pour tous les k plus petits que n.
Et si ça n'existe pas, c'est juste pas défini. Notre monade aussi, bon, elle est pas tout à fait. Mon travail n'est pas complètement débile puisqu'il y a une monade qui satisfait ces propositions, enfin ces propriétés. Je définis P de A comme étant les fonctions de n vers les options de A qui sont monotones. C'est-à-dire que si f de n renvoie somme A, pour tous les n plus grands, on renvoie aussi somme A. Voilà. Et aussi, c'est pas moi qui ai inventé la monade, des trucs, je l'ai pas noté, mais c'est un truc de mon encadrant. Et de quelqu'un d'autre. Voilà. Du coup, bon, on se dit maintenant, donc on a fait des arbres de dialogue avant. Pour faire des arbres de dialogue partiels, c'est facile, il suffit de rajouter partial dans les trucs, puisque là, en gros, ça veut dire on a une fonction qui prend A et qui renvoie peut-être un arbre de dialogue ou peut-être pas, et ça pourrait nous adapter la définition de arbre de dialogue au truc partiel. Sauf que cette définition n'est pas acceptée par Roc. Bah oui, parce que du coup, partial est abstraite, et du coup, Roc, il peut pas vérifier que c'est strictement positif et du coup que le type est bien fondé. Ce qui est embêtant, mais je me dis, ok, c'est pas grave. Au lieu de prendre un truc abstrait, je vais prendre mon exemple précis de l'implémentation de partial qu'on a vu ici, juste pour la partie pour les arbres de dialogue. Sauf que ça marche pas non plus parce que c'est défini du coup comme un record avec une fonction et la propriété qu'elle est monotone. Et la propriété qu'elle est monotone, en gros, il n'arrive pas à montrer que c'est bien strictement positif et du coup, ça marche pas non plus. Du coup, j'ai implémenté une autre monade de partialité qui est strictement isomorphe, mais pour lequel ça marche, qui s'appelle la monade de délai, qui est définie au travers d'un arbre d'un type coinductif. Donc c'est assez marrant. C'est délai de A, c'est ce type coinductif là, donc ça prend c'est ce type coinductif, donc c'est soit une chaîne infinie de délai, de délai, de délai, de délai, de délai, de délai de quelque chose, ou bien alors c'est une chaîne de délai, 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 de machin, qui termine avec un now A. Et du coup, on peut aussi l'évaluer de façon partielle en disant, genre, si je l'évalue n fois, j'enlève n délai au sommet, etc. Et ça marche assez bien. Et comme c'est que des inductifs et des co-inductifs, Coq arrive à vérifier que c'est strictement positif. Par contre, du coup, comme ça m'a pris du temps de réimplémenter tout ça et de faire ce que j'ai fait après, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup plus pour les arbres de dialogue. C'est un peu dommage, mais je pense que ce que j'ai fait après, ça l'adapte assez bien au cas du coup des arbres de dialogue. Donc typiquement, on avait vu ce que c'était du coup les notions de modules. On a aussi des notions de modules pour des fonctions partielles. Donc typiquement, oui, cette façon on en a plusieurs par contre. Du coup, on regarde ce que c'est un module uniquement quand quand la fonction termine, puisque du coup, quand elle termine pas, c'est qu'elle peut-être a fait un nombre infini d'appels. Du coup, il n'y a pas de nombre fini d'appels qu'on peut regarder. Et du coup, qu'est-ce que c'est un module de F? C'est une liste, par exemple, pour le cas extensionnel, c'est une liste pour laquelle si G est une autre fonction qui coïncide avec F au sens de soit les deux sont définis et ont la même valeur, soit les deux sont pas définis pour tout élément de cette liste. Alors, f de g termine aussi avec la valeur de f de petit f. Mais on peut prendre un truc un peu plus fort. Au lieu de demander qu'elle soit équivalent ici, on peut demander que quand f de q a une valeur, g de q a la même. Et pour tout. Et par contre, quand f est pas défini, g de q a le droit de terminer. On peut demander une version encore plus forte qui dit que du coup, f termine sur tous les éléments de la liste et g aussi avec la même valeur. Et puis on peut demander une version super faible qui sert vraiment à rien, mais disons pour la complétude, parce que genre c'est quelque chose ça paraît assez évident de la rajouter aussi, parce que genre c'est possible de définir. Il y a la version faible donc, qui dit quand f et g terminent, alors elles ont la même valeur, mais dans le cas où f termine pas et
ou on leur ne termine pas, genre c'est de la merde. Enfin, bref, dans tous ces cas-là, grand F de petit g termine avec R. Donc c'est différentes façons de dire F et G coïncident. Il y en a 4 versions. Sauf que, donc je l'avais dit avant, mais il y a plusieurs définitions aussi d'être continu, même pour les fonctions totales. Il y a plusieurs façons d'être continu avec les modules. La version la plus simple, c'est de dire le module, il existe pour chaque entrée, mais il n'est pas forcément calculable. La version que j'ai donnée avant, c'est de dire j'ai un module qui est calculable, j'ai une fonction qui le calcule. Mais en fait, on peut même demander encore plus fort et on peut demander que la fonction qu'il calcule, eh ben, elle aussi, elle a un module, en fait. Puisque si on regarde, bah, ça, c'est un type, c'est aussi une fonction de deuxième ordre, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas. Et la version la plus forte, c'est de dire que M a un module, mais c'est elle-même son module. Et dans le cas total, d'ailleurs, ces deux définitions-là sont équivalentes. Hein. Voilà. Et du coup, bon, ça nous fait plein de définitions de modules, plein de définitions d'être continu avec un module, ce qui nous fait 40 putains de définitions d'être continu avec les modules. Donc, autant vous dire que c'est pas fun de les regarder. Mais j'ai quand même je me suis dévoué pour vous. Et j'ai regardé un peu ce que ça a donné dans certains cas. Donc, par exemple, si on ajoute que j'ai appelé la LPO computationnel, donc si on rajoute en gros un oracle pour décider si un élément termine ou pas, un élément partiel termine ou pas. Les modules monotones sont forts, mais c'est pas un processus continu, donc un module continu qui a lui-même un module et pas forcément un module fort avec un module. Voilà. Donc, ça nous permet aussi de séparer différentes définitions. Donc, par exemple, les modules extensionnels. Ici, on a cette fonction-là, la fonction qui renvoie vrai si f de 0 ne termine pas. Elle a un module extensionnel qui est calculé par une fonction qui est fortement automodulante, mais qui n'est pas monotone, etc., etc. Et ici, c'est le truc assez marrant. Donc là, j'ai plein de définitions qui sont différentes. Donc, par exemple, en gros, le parallèle OR. Si je prends f qui prend une fonction qui prend un booléen en entrée et qui termine si f de true ou f de faux termine, je peux la définir. Et donc, elle a un module monotone qui est qui est monotoniquement automodulant, un module monotone qui a un module fort. Elle a un module fort, mais elle n'a pas de module fort avec un module module monotone, pardon. Donc voilà, je vais dire ça comme ça. Je vous assure que je ne sais même plus dans quel ordre ça se lit. Hein. On peut aussi voir que le type des éléments partiels de type A, c'est la structure d'un CPO, d'un oméga CPO plus précisément. Donc l'ordre, c'est P est plus petit que Q si quand P termine avec une valeur Q aussi. Et on peut montrer que les suites croissantes pour cet ordre, elles ont un sup. Et du coup, une fonction est oméga continue quand elle préserve ses sup. Et ça se passe quelque part au milieu de la hiérarchie des modules quand Q c'est N. Précisément ici, donc une fonction qui a un module fort et oméga continu, et une fonction qui a un oméga continu a un module fort. Et si la LPE computationnelle est vraie, ces trois notions sont équivalentes. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus marrantes. Donc, c'est les fonctions d'arbre partielles. Donc, c'est vraiment la même définition que les fonctions d'arbre, l'effet voisinage, sauf la fonction qu'on utilise ici, elle devient partielle, tout simplement. Et quelque chose qu'on peut montrer assez facilement, c'est que dans le cas total, du coup pas partiel, les notions de fonction d'arbre et les notions de voisinage sont équivalentes. Par contre, dans le cas partiel, c'est plus le cas, puisque cette fonction-là, f, juste on l'appelle sur f de 1, elle est continue avec un arbre, puisque genre juste l'arbre, il renvoie, pose la question 1, et après, il renvoie le résultat. Par contre, une fonction de voisinage pour cette fonction, elle devrait forcément demander f de 0 avant de demander f de 1. Et forcément, ça peut pas marcher, puisque si f est pas f de... Ici, ça devrait être partiel. Hein.
si f de 0 n'est pas définie, ça ne termine pas, et du coup, cette fonction n'est pas continue au sens des voisinages. Aussi, du coup, ajouter qu'une fonction continue au sens des arbres, elle est fortement automodulante, bref, bon, elle a une fonction qui calcule son module fort, et qui est son propre module fort à elle-même. Et c'est une implication, et l'implication réciproque n'est pas vraie, j'ai un contre-exemple. Voilà. Bon, et du coup, avant, on a vu la barre induction qui permet de transformer des fonctions, enfin des arbres en arbres inductifs, et qui permet aussi, du coup, de transformer des fonctions continues avec une fonction d'arbre en fonction continue avec un arbre de dialogue. Et ben, on a après la même chose pour j'ai inventé, du coup, un principe de barre induction pour les fonctions, du coup, de voisinage partiel. Donc, il y a des choses adaptées, par exemple, ce prédicat-là, qui était un bar dans le cas total, il est plus décidable. Mais il est décidable si on suppose que gamma de L termine. Parce que du coup, si gamma de L termine, je peux regarder si c'est non ou si c'est un truc de la forme somme quelque chose. Dans le cas partiel, donc la définition d'un bar, je vous rappelle, c'est pour tout chemin infini, il existe n tel que p de les premières valeurs de f, la liste des n premières valeurs de f. Sauf que c'est en gros pour tout f, il existe n tel que. Ici, on a pour tout f, si on a ça, alors il existe n tel que on a chose qui s'applique aux n premières valeurs de f. Donc d'ailleurs, donc c'est un peu plus embêtant. Et donc en gros, concernant la notion de t bar, qui permet de relativiser un arbre d'une autre forme qui s'appelle t. Et donc j'ai appelé ça du coup en arbre continu et semi-calculable. Donc c'est quoi un arbre comme ça? C'est du coup la fonction f qui doit être elle-même avoir un voisinage. Et je note t de f pour dire que f de f termine et t de l pour dire que gamma de l termine. Est-ce que j'utilise ça quelque part? Bon, j'utilise peut-être après. Et du coup, toutes les définitions à chaque fois sont relativisées à t de f, à t de l. Donc là, ça me dit, au lieu d'être décidable, au lieu de demander que le bar est décidable, je demande qu'il soit t décidable. Donc c'est si t de l, alors il est décidable. Et là, pareil, pour dire que un bar est un t bar, ici je mets t de f avant. Pour tous les chemins qui sont dans t, on a la propriété. Et donc, le principe de barre induction partielle s'énonce assez facilement dans ce cas-là. C'est tous les arbres t décidables et monotones total. Donc, tous les t bars des t décidables et monotones sont t inductifs. Petite précision sur la monotonie, dans le cas total, c'est pareil. Enfin, la barre induction décidable implique la barre induction monotone ou l'inverse. Et du coup, on n'a pas besoin de se restreindre aux barres décidables et monotones. Mais ici, j'ai pas réussi à l'éliminer. En plus de ça, il nous faut une notion d'être bien fondé pour gamma. On n'a pas vraiment besoin de la même on n'a pas besoin pour dans le cas total. Et en plus de dire que on veut que si gamma de L termine, alors il finit par arriver à un somme quelque chose. C'est-à-dire qu'on veut pas que gamma de L termine, on veut pas forcément qu'il existe un chemin qui termine, mais parce que genre si gamma de la liste vide n'est pas définie, on s'en fiche. Par contre, on veut pas qu'on ait indéfiniment un truc qui nous répond indéfiniment, j'ai pas ça. C'est possible de transformer tous les voisinages. Oui. Donc, c'est possible de transformer tous les voisinages en voisinages stricts à condition qu'on a une surjection de n vers la liste de A. Ce qui est vrai en tout cas pour A égale n. Puisque, en gros, l'idée c'est je parcours toutes les extensions de mon entrée, je regarde s'il y en a une qui termine sur un résultat, et après je renvoie la vraie réponse. Et si ça ne termine pas, et ça termine juste pas, et du coup ça calcule la même fonction. Et donc avant on a vu ce que c'est la t
la barre induction partielle, on a vu ce que c'était les voisinages partiels. Il nous faut évidemment aussi une notion d'opération de Brouwer partielle, puisque on veut transformer tous les voisinages en un truc inductif. Et donc on dit que une opération de Brouwer. Attends, je définis ça où moi? Ah, ok, bon. On a aussi une notion de définition d'opération de Brouwer partielle, qui est relativisée à un arbre général. Et toutes les opérations, et toutes les fonctions définissent elles-mêmes un arbre semi-calculable. Et donc on dit que une fonction est continue au sens de Brouwer si elle est une opération de Brouwer, si elle a une opération de Brouwer qui est continue pour l'arbre qu'elle définit elle-même, ce qui est un peu se mord un peu la queue, mais en fait ça marche très bien. Dire que tous les trucs continus au sens des voisinages sont continus au sens des opérations de Brouwer, c'est pareil que la barre induction partielle. Donc on a vraiment l'analogue du cas total pour les opérations de Brouwer, pour le cas partiel, pardon. Et bon, j'ai inventé du coup ce principe de barre induction. Du coup, il n'est pas forcément très robuste. Il n'existe pas dans la littérature depuis des années. On ne sait pas ce qu'il vaut. Mais il implique la barre induction usuelle. Si on prend des fonctions totales et qu'on les rend partielles en disant juste toutes les fonctions totales sont partielles en partie, du coup, a priori, il n'est pas prouvable et je suis assez raisonnablement sûr qu'il est impliqué par l'axiome du choix, mais je ne l'ai pas démontré parce que je ne saurais même pas montrer que l'axiome du choix implique la barre induction, même si c'est vrai. Faut regarder, il faudrait peut-être le faire ça, proprement, mais c'est pas très grave. De toute façon, en plus, je pense que la barre des gens ne le montre pas formellement non plus. Voilà. Et du coup, à la fin, voici la classification de tous les trucs que j'ai, toutes les définitions que j'ai. Voilà, rouge, ça veut dire que c'est que quand Q c'est N et le point, c'est-à-dire que c'est strict. Et je suis assez convaincu que j'ai un principe que la définition de barre d'induction partielle que j'ai s'adapte pour les arbres de dialogue aussi. Mais je suis pas sûr que c'est équivalent parce que du coup, arbre de dialogue, arbre de fonction, fonction d'arbre plutôt, et voisinage, c'est pas équivalent dans le cas partiel alors que c'est le cas dans le cas total. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait à la fin? En tout d'ailleurs, on a regardé différentes notions de définition de continuité qui se ramènent tous à, en gros, une fonction f peut appeler son entrée qu'un nombre fini de fois. On a 3 classes de définition, en gros. Les modules, les arbres extensionnels, les arbres intentionnels. Et ensuite, on a classifié ces définitions en les prenant en sandwich entre 2 propositions qu'on sait à la fois consistantes et non prouvables. Et après, on s'est dit, OK, on va faire mieux, on va trouver des équivalences. Voilà. Et donc, on a vu notamment la barre induction, qui est du coup un principe auquel on peut qui est du coup non probable et cohérent, qui permet de transformer les arbres extensionnels en arbres intentionnels. Et j'ai utilisé toutes ces idées pour étudier du coup les arbres les fonctions partielles. Et je ne vais pas le faire, mais pourquoi est-ce qu'on a regardé les fonctions partielles en premier lieu? C'est pour voir ce que ça donnait dans un cadre simple. Pour se dire ensuite de quoi est-ce qu'on a besoin pour définir les notions de continuité pour des fonctions qui ont des effets quelconques. Genre, au lieu de prendre une fonction partielle, on prend une monade un peu plus générale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Si vous me dites plus, je vous crois pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi en fait, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. Non, non en vrai, juste par rapport à l'histoire de topologie, Ouais. J'ai une slide après, je crois, pour les discussions. je ouais, je sais pas si ça s'adapte à ce cas-là, mais quand on fait de la calculabilité synthétique, on a une notion de topologie qui vient directement de la calculabilité en gros, qui est Ok. donc tu peux voir si tu prends un topos quelconque et en particulier tu le regardes pour le cas du topos effectif,
prop, tu peux le voir comme le truc qui va te permettre de définir tout ce qui est semi-calculable, ce genre de truc. Ouais. Et tu peux montrer qu'en fait, il y a un plus petit sous-ensemble de prop qui contient, en gros, qui est stable par tel et tel truc, dont des existentiels dénombrables. Et en fait, ce truc-là, du coup, l'idée, c'est que ça définit les prédicats semi-calculables. Ok. Et je crois que c'est noté sigma dans l'article d'Andrei. Et C'est pas la même chose que le Nabla? de quoi? Le Nabla? Non, Nabla, c'est encore un autre truc. Nabla, ça permet d'écraser les informations calculables. Ok. Là, c'est plus, enfin, là, c'est vraiment un truc interne, ce sigma, et une fonction de x dans sigma. Du coup, ça va être une partie semi-calculable de x. Ok. Et tu peux prouver qu'en fait, l'ensemble x flèche sigma, c'est une topologie à ça près que l'union est pas quelconque. Ah oui, c'est les histoires de dominance ou je sais pas quoi, non? Ouais, c'est ça. Hmm. Et du coup, le truc qui est intéressant, c'est que par exemple, quand tu regardes R dans le topos effectif, donc les réels avec je sais pas laquelle des deux constructions, mais où tu as vraiment un contenu calculatoire, quoi. La topologie induite directement par R flèche sigma, c'est la topologie à laquelle on s'attend sur les réels en général quand on regarde que la partie calculable, quoi. Ok. Et du coup, je pense que potentiellement, les histoires de continuité, on peut les réécrire comme de la continuité dans ce genre de cadre. Enfin, pour peu qu'on soit dans un truc où notre modèle, c'est un topos, quoi, mais ça, c'est Mais des dans détails, quoi. les fonctions, bah, en tout cas, enfin, disons, dans ce cas-là, ce serait probablement plus vrai que, je sais pas, toutes les fonctions de R vers N soient continues. Si, justement, avec cette topologie-là, toute fonction dans le topos effectif est continue. Ok, d'accord. Ok. Ah, du coup, ok. Et du coup, à quoi servent tes réels? Enfin, genre, si tu peux pas définir de fonction non continue vers les entiers, c'est... Mais ok, en gros, t'as genre l'arithmétique intuitionniste Ouais, avec la barre. c'est Oui, d'accord, oui, c'est c'est l'analyse constructive, quoi. C'est oui, pas, oui, 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 c'est vrai, ça marche c'est aussi. des trucs intéressants quand même.